Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un nouveau point lecture, j'ai 6 livres à vous présenter. Je commencerai par vous parler de Frère Wolf, le tome 2, Le fléau du tulpan de Joseph Delaney, paru chez Bayard Jeunesse. On enchaînera sur Fenêtre sur la peur de Dean Koontz, paru chez L'Archipel. Je vous parlerai ensuite de Robustia de Betty Piccioli, paru chez Scrineo. On continuera avec Scrineo avec Affaires étranges, 17 histoires authentiques, édition actualisée de Jocelyn F. Keller. Et je vous parlerai de 2 emprunts bibliothèques. Le premier, il s'agit de Jake et la grande aventure du cochon de Noël de J.K. Rowling, paru chez Gallimard Jeunesse. Et d'un roman graphique, Ce n'est pas toi que j'attendais de Fabien Toulmé, chez les éditions Delcourt. On commence tout de suite avec ce roman jeunesse, le second tome de, je l'espère, la simple trilogie de Frère Wolf. Parce que clairement, s'il y avait d'autres tomes de prévus, avec la mort de Joseph Delaney, je pense que on l'a dans l'os. Voilà, ça a été une terrible nouvelle, je sais pas pour vous, mais quand j'ai appris sa mort, je me suis dit que il fallait que je fasse le deuil de tous ces livres dont je n'aurais pas la fin. Voilà, c'était triste. Sa mort m'a donné l'occasion de sortir Frère Wolf, le tome 2, Le fléau de tulpan, et j'aime beaucoup. On est dans l'univers de l'épouvanteur, on retrouve Tom, Alice et bien d'autres. Grimalkin, c'est dingue, quoi. Je suis très accrochée à cette saga de l'épouvanteur et du coup, bah, replonger dedans, moi ça me fait toujours un bien fou. Et Frère Wolf, j'aime beaucoup parce que c'est encore plein de rebondissements. On découvre une autre facette de cet univers avec les tulpas, cette espèce un peu étrange, mais Frère Wolf, oui, c'est vraiment plein de rebondissements parce que là on arrive même à tuer un des personnages principaux, quoi. C'est un truc de fou, quoi. C'est tellement surprenant et puis c'est très addictif. Moi je tourne les pages, ça se lit tellement bien, tellement vite, j'adore. Je suis vraiment très attachée à la saga de l'épouvanteur, à Frère Wolf par la même occasion. Et je suis contente que le tome 3 soit déjà sorti en VO, donc j'espère que on aura ce tome 3. Je continue avec mes sagas et voici la dernière saga que j'ai terminée au mois d'août. Je m'étais mis comme objectif de finir le maximum de sagas. J'avais pas mal de derniers tomes dans ma pile à lire. J'ai lu ce livre en lecture commune avec Virginie, on s'est fait toute la saga ensemble, donc c'était logique que je lise ce dernier tome avec Virginie. On est avec Jane Hawk, donc c'est le 5e et dernier tome, donc là ça va être très compliqué de vous expliquer, de vous faire un résumé de ce 5e tome, parce que sinon je vous spoil complètement la saga, mais le premier tome c'était Dark Web. Et nous sommes avec Jane Hawk, qui est une ancienne du FBI, qui se fait traquer, se fait traquer par les agences gouvernementales, par pas mal de gros méchants, on va dire, puisqu'elle a découvert une sorte de conspiration, un complot. Son mari s'est suicidé, et clairement, pour elle, c'est incompréhensible. Et elle va découvrir qu'il y a eu une énorme vague de suicides, comme ça, incompréhensible, partout dans le pays. Et elle se dit que ces suicides, finalement, ne sont peut-être pas ça, sont peut-être des meurtres cachés. Et elle va mener l'enquête et elle va essayer de faire tomber ce complot dont elle va découvrir les ramifications qui s'étendent à l'infini, presque. Bref, voilà. On est dans un dernier tome, j'avais franchement peur que rien ne se conclue dans ce tome-ci parce que, si vous voulez, à chaque tome, Jane va avoir un objectif de faire tomber telle personne parce qu'elle sait qu'elle a des relations avec les Arcadiens, enfin bon, voilà. Elle va essayer à chaque fois d'avoir cet objectif de faire tomber quelqu'un. Et dans ce dernier tome, il n'y avait pas vraiment d'objectif. Je me suis dit, on ne sait pas vers quoi elle va, on ne sait pas vraiment comment elle va réussir à faire déjouer ce complot. Donc c'est assez flou au final. Et
Et j'avais un peu de mal, du coup je me disais mais vers où on va? Jusqu'à la fin je me disais mais comment elle va pouvoir casser ce géant quoi, c'est impossible. On a une vraie conclusion, on a quelque chose qui se produit et c'était ouais, c'était logique. Quand on y pense, c'était extrêmement logique et sa façon de faire, on pouvait le prédire dès le 3e tome, un truc comme ça. Mais ouais, c'était finalement très bien structuré. J'ai aimé retrouver des personnages qu'on avait croisés tout au long de la saga et dont on n'avait plus de nouvelles. Ça me frustrait un peu dans les autres tomes parce que, si vous voulez, on découvrait des persos qui aidaient Jane et puis après, bah, on n'avait plus de nouvelles d'eux, on savait pas ce qui leur arrivait. Et bah en fait, on a finalement des nouvelles dans ce tome-ci et ça se regroupe tout et c'était vachement chouette. On continue un petit peu à trembler pour son fils. Pour les gens qui l'accompagnent parce que bah, quand les méchants essayent d'attraper Jen, ils essayent pas forcément que d'attraper Jen, ils essayent de lui faire du mal et quoi de mieux que de faire pression sur son fils pour ça. Donc voilà, en fil conducteur, en fil rouge, on voyait un petit peu ce qui arrivait à son fils. Bref, c'était une très bonne saga. Si vous aimez l'action, si vous aimez je sais pas, les films d'action à grand budget où ça explose de partout, du genre La mémoire dans la peau, vous allez pas être déçus parce que là c'est clairement le même genre de bouquin et je le verrai très très bien en film. Voilà, c'est très visuel, c'est un univers très visuel, on a des chapitres qui sont hyper courts donc ça va très très vite, c'est addictif. On a beaucoup de personnages, mais ouais, j'ai trouvé que cette saga était très haletante. Je termine une saga. Je vous parle ensuite de Robustia qui est dans le même univers que Chromatopia. Alors clairement la maison d'édition sépare, même Betty Peacholi, hein, sépare les deux en disant on peut lire l'un sans l'autre, mais clairement si vous lisez Robustia sans avoir lu Chromatopia, vous spoilez complètement Chromatopia. Donc pour moi, il faut lire dans l'ordre. Il faut lire Chromatopia et enchaîner sur Robustia. Je crois que j'ai préféré Robustia à Chromatopia parce que c'était une histoire peut-être moins classique. Chromatopia, il y avait certains éléments que j'ai vu venir, certaines trames qu'on retrouve dans de la fantasy, et dans Robustia, je pense que j'ai préféré parce que on jouait plus sur le côté diplomatique avec tous les... Oui, tous les complots un petit peu politiques qu'on peut retrouver, qu'on peut deviner. Et par contre, je vous dis, si vous n'avez pas lu Chromatopia, vous allez complètement vous faire spoiler Chromatopia, puisqu'il y a un personnage de Chromatopia qui arrive à Robustia, et on va même à Chromatopia. Donc on nous parle beaucoup de ce qui s'est passé à Chromatopia avant, donc clairement ce serait dommage de rater toutes les informations, et parce que du coup après Chromatopia vous auriez aucun intérêt à le lire. Bref, j'ai beaucoup aimé, on y suit quelques personnages, donc je vous ai dit un ancien de Chromatopia, donc ça c'est Aiko, qui arrive à Robustia, qui est parti de sa ville qui était en proie à une révolution, mais bon ça c'est dans Chromatopia. Et on va suivre, on va découvrir en fait comment se passe le pouvoir à Robustia qui est complètement différent. Le pouvoir se gagne par la force. Si vous êtes un combattant émérite, vous remportez le tournoi et vous devenez un des dirigeants de Robustia pour 1 an. L'année d'après, il faudra retourner dans l'arène, il faudra combattre à nouveau, et si vous perdez votre titre, eh bien vous perdez aussi votre pouvoir, vous n'êtes plus un des dirigeants. C'est ce qui va se passer pour Bian qui va gagner ce tournoi. Elle est toute jeune, mais voilà, elle s'était fixée comme but dans la vie d'accéder au pouvoir, et Bian, elle n'est pas formatée, c'est juste une combattante, une femme qui veut faire le bien autour d'elle et qui cherche à ce que son père soit dans les meilleures conditions, etc. Sauf que Bian, elle va donc destituer l'ancien conseiller, et l'ancien conseiller va l'avoir complètement mauvais. Elle va l'avoir mauvaise, donc du coup il va chercher à la destituer à son tour en lui faisant des sacrées crasses. Bref, non, j'ai bien aimé. Franchement, c'était un très bon roman, je me suis pas ennuyée, je l'ai lu très très rapidement. Clairement, je crois que je l'ai lu en même pas 2 jours. Je crois que je l'ai attaqué un soir, je l'ai bien bouffé dans la journée et je l'ai fini le matin. Donc ouais, très très rapide.
les magnifiques couvertures d'Aurélien Polis, ce qui ne gâche rien. Et non, c'était très sympa de retrouver Chromatopia et de voir un petit peu l'évolution et les relations entre les deux villes, qui sont complètement différentes dans leur manière de gouverner. Donc non, j'ai passé un très bon moment et un très bon roman de fantasy. On continue avec ce roman qui est en fait un condensé de 17 histoires. On va vous parler de phénomènes paranormaux, on va vous parler d'esprits frappeurs, on va vous parler d'enlèvements par les extraterrestres, on va vous parler d'étranges meurtres inexpliqués, on va vous parler de faits plus connus ou plus mythologiques, on va dire, avec l'Arche d'Alliance par exemple. Voilà, on va vous parler de pas mal d'histoires. Certaines ont des résolutions, d'autres pas du tout. Et j'ai passé un bon moment, je lisais une petite histoire par-ci par-là. J'ai même flippé un soir où j'étais dans la chambre toute seule en train de lire avec la fenêtre grande ouverte en pleine nuit et je m'imaginais des choses, des ovnis, enfin trucs stupides. Mais en fait, la portée de ce livre faisait que j'avais peur. J'avais peur et que je m'imaginais des choses. Si je ne me trompe pas, c'est une édition actualisée, c'est-à-dire que ce livre a été édité la première fois en 2018. Et donc là, l'auteur a rajouté quelques éléments. Il y a des choses qui se sont développées par rapport à des affaires. Donc ça a été rajouté. Ne vous étonnez pas si du coup vous aviez déjà vu cette couverture et vu ce livre avant, c'est normal, c'est une réédition avec des actualisations. Je vous avoue que j'ai vu, je crois, sur 2 histoires des actualisations, donc si vous avez ce livre, je suis pas sûre que l'actualisation va faire en sorte que vous ayez beaucoup plus d'éléments. Mais moi j'ai passé un bon moment. Après j'ai pas enchaîné, hein. Je vais pas m'amuser à enchaîner toutes les histoires. Là où je me suis peut-être un petit peu plus ennuyée, c'est sur les interviews, puisque on a intercalé entre les histoires des interviews d'ufologues célèbres, de personnes qui sont spécialisées dans le paranormal. C'était pas forcément quelque chose qui m'intéressait plus que ça, moi ça m'a plus ennuyé qu'autre chose. Il y a certaines histoires où je me suis plus ennuyée que d'autres, par exemple l'Arche d'Alliance, pour moi, ça m'intéressait pas forcément. En fait j'ai eu les deux histoires de suite qui m'ont pas... On était sur l'Arche d'Alliance, il me semble, et la pluie de sang au Kerala. Je sais pas, ces 2 histoires m'ont pas forcément très intéressée. Mais c'est sympa à lire, ça fait peur, on se pose des questions et puis ça nous interroge un petit peu sur sommes-nous seuls dans l'univers? Est-ce que ces histoires sont réelles? C'est quand même étrange, hein. Il y a certaines choses, c'est quand même très étrange et on se dit mais comment ça peut être possible? Voilà, après on y croit pas. En tout cas, c'était sympa pour lire une histoire de temps en temps. Je me suis mis dans l'ambiance de Noël avec Jack. C'est un livre que j'avais emprunté à la bibliothèque parce que je me suis dit ce livre va pas rester très longtemps. Les livres de J.K. Rowling généralement c'est compliqué de les avoir. Donc je me suis un petit peu jetée dessus, j'ai lu le premier chapitre avec Julia, ça m'a paru sympa et je l'ai continué et j'ai passé un très bon moment avec Jack. On est dans un roman à la Toy Story avec des jouets qui prennent vie. On va mener une enquête puisque Jack a une peluche qui s'appelle Elsie. Oui, Elsie, le cochon. Elsie. Il est très attaché à cette peluche, il l'adore et un jour sa sœur par alliance, enfin ils sont pas mariés mais bon, sa nouvelle sœur on va dire puisque sa famille est récompensée, sa nouvelle sœur va jeter Elsie par la fenêtre il va atterrir sur l'autoroute et Jack est inconsolable, il veut retrouver Elsie et il va se lancer dans une aventure avec un autre cochon, une peluche toute neuve qu'a racheté son père pour la disparition de Elsie, sauf que c'est pas Elsie, donc ils vont se lancer à la veille de Noël. C'est le seul jour où les petits garçons, petits enfants peuvent se rendre dans le monde des jouets et il va comme ça partir à la recherche de Elsie et essayer de le retrouver. C'était sympa parce qu'on part dans un univers mais complètement farfelu avec, je vous dis,
des peluches, des jouets qui parlent. On se retrouve avec un univers très structuré, avec plusieurs univers. Cité des regrettés, donc là où vont les jouets que les enfants regrettent et ils sont tellement tristes d'avoir perdu. Il y a les indéplorés. Non mais c'est hyper bien fait, hein. Franchement c'est... Ah ouais, celui-là c'est quand même le meilleur. Je sais pas si vous voyez. Zut, c'est où ça? Voilà, il est à Zut, c'est où ça? C'est l'endroit où vont les jouets perdus, mais pas pour longtemps, vous voyez. Il y a Jetable City. Bref, c'est tout un univers qu'a créé J.K. Rowling et c'est magique pour les enfants, mais c'est extraordinaire ce genre de livre. Ça vous met de la magie dans la vie et je pense qu'on verra. Si Julia veut le récupérer, veut le lire plus tard, je le lirai peut-être avec elle, même s'il fait 400 pages et lire à voix haute, c'est costaud. Mais voilà, c'est un petit bonbon, une petite douceur à l'approche des fêtes, c'est parfait. Parfait. Et je vous parle enfin de ce graphique qui est très très dur. Je l'ai vu passer déjà depuis un petit moment. Là, j'ai eu l'occasion de le récupérer, de le prendre à la bibliothèque. Et ça vous brise le cœur. On est avec ce papa. Ce papa qui va découvrir à la naissance de sa fille qu'elle est trisomique. Durant toute la grossesse, il est stressé par ça. Il doit le sentir, il doit savoir qu'il y a quelque chose qui cloche, mais tout le monde le rassure, tout le monde dit tout va bien, il n'y a pas de souci, la clarté nucale est bonne, il n'y a pas de problème. Et même à la naissance, il la voit et il se dit elle est trisomique. Et là encore, tout le monde lui dit mais non, vous inquiétez pas. Et il va apprendre à la naissance que effectivement elle est porteuse d'une trisomie 21 et ça engendre d'autres problèmes, des problèmes cardiaques. Et c'est pour ça que ce n'est pas toi que j'attendais, parce que il s'était toujours mis en tête que un enfant trisomique c'était une charge, que les parents ne pourraient jamais avoir une vie avec un enfant trisomique, qu'ils ne vivraient que pour l'enfant, que l'enfant ne serait jamais indépendant. Bref, voilà, il y a tous ces questionnements qui passent dans la tête de ce papa. Et c'était hyper émouvant et ça fait remonter les peurs des parents. Clairement, quand on attend un enfant, on souhaite que tout aille bien, que tout soit parfait, que tout soit normal. Et ben, on est perdu quand ça vous y arrive et qu'il y a quelque chose qui cloche. Et ce graphique est parfait pour vous montrer exactement ce qui peut arriver, que votre monde bascule et que tout est chamboulé, et c'était hyper émouvant et très beau. Un très beau message et un message d'espoir aussi. Un message d'espoir parce que finalement, lui qui voyait tout en noir a finalement réussi à aimer sa fille. Parce que c'était pas gagné au début, il ne la prenait pas dans ses bras, il ne lui donnait pas le bain, il ne la changeait pas. Il restait très froid et il n'avait pas l'impression que c'était sa fille. Et au-delà du handicap, il a réussi à découvrir une personne qu'il a aimée et qu'il aime plus que tout, et c'était super beau. C'était très très beau. Voilà. J'ai des petits trémolos dans la voix, dit-on en parlant. Bref, c'était une très belle histoire sur le handicap, la trisomie 21 et un très beau témoignage. Et la petite fille, elle s'appelle Julia en plus. Voilà, c'en est tout. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et moi en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.